j'ai trouvé un traceur GPS sous ma 4 litres en faisant la vidange. Une installation professionnelle. Il était encore tiède, ce qui signifiait que quelqu'un venait tout juste de le poser. À 70 ans, pourquoi diable quelqu'un aurait-il besoin de me suivre? Pour découvrir la vérité, j'ai envoyé ce traceur à Lille par la poste. Je n'en ai parlé à personne. J'ai simplement attendu, observé, écouté. 12 heures plus tard, le téléphone de mon fils a commencé à sonner sans interruption. Son visage est devenu blême, et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il avait mis là. Avant de vous raconter la suite, laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. La vidange du samedi matin était un rituel que j'observais depuis 40 ans. Même heure, même routine. Faire glisser le chariot de visite sous la vieille Renault 4 litres, dévisser le bouchon de vidange. L'huile usagée, remplacer le filtre. Remplir à nouveau. Mes articulations se plaignaient plus qu'avant, mais je pouvais encore faire le travail moi-même. Je l'avais toujours fait, et je le ferai toujours. C'est alors que ma main a heurté quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je me suis arrêté. J'ai de nouveau tâté le dessous de la carrosserie, cette fois en faisant attention. Mes doigts ont trouvé du métal, lisse et étranger, ne faisant pas partie de la voiture. J'ai attrapé la lampe de poche dans ma boîte à outils et je suis retourné dessous. Le faisceau l'a immédiatement éclairé. Un boîtier noir de la taille d'un jeu de cartes, fixé magnétiquement au châssis. Une minuscule LED clignotait en rouge dans l'obscurité. Installation professionnelle. Aimant de qualité industrielle. Ce n'était pas un jouet bon marché d'un magasin d'électronique. J'avais été ingénieur en mécanique pendant 4 décennies avant de prendre ma retraite. Je connaissais le matériel. C'était cher. Peut-être 3 cents ou 400 €. Et il était encore tiède au toucher. Pas tiède à cause du soleil de Provence. Il faisait à peine 15 degrés dehors en ce mois d'octobre. Tiède à cause d'une utilisation récente. Quelqu'un avait installé cet appareil récemment. Très récemment. Je ne l'ai pas arraché. Cela aurait été stupide. Au lieu de cela, j'ai pris des photos sous tous les angles avec mon téléphone. Des gros plans du numéro de série estampillé sur le côté. Des plans larges montrant exactement où il était monté. J'ai tout documenté comme on m'avait appris à documenter les pannes mécaniques à l'époque où j'étais ingénieur. Puis j'ai pris une serviette en papier sur l'établi, j'ai soigneusement essuyé mes empreintes digitales de l'appareil et je l'ai retiré. L'aimant s'est détaché avec un léger clic. Je l'ai enveloppé dans un sac de congélation et je l'ai emporté à l'intérieur, laissant la vidange à moitié terminée. À la table de ma cuisine, je fixais l'objet à travers le plastique. Un traceur GPS, ça ne pouvait être que ça. Mais qui mettrait un traceur sur la 4 litres d'un homme de 70 ans? J'ai mentalement passé en revue la liste. Seules 3 personnes étaient venues dans mon garage cette semaine. Pierre Martin, mon voisin, à 2 parcelles de là, 75 ans, savait à peine utiliser son téléphone à clapet. Impossible que Pierre ait installé quelque chose comme ça. Le livreur de propane qui avait rempli ma cuve lundi. Mais c'était un étranger. Il ne me connaissait pas. Il n'avait aucune raison de suivre un client au hasard. Et Léo, mon fils, qui était passé mardi après-midi, soi-disant pour voir comment allaient les chevaux. Je me suis adossé à ma chaise en réfléchissant. Léo avait passé 15 minutes seul dans le garage. Il avait dit qu'il vérifiait la pression des pneus de ma 4 litres, pour rendre service, pour s'assurer que le véhicule du vieil homme était sûr. Sauf que Léo ne s'était jamais soucié de ses chevaux. Pas une seule fois en 35 ans, et vérifier la pression des pneus ne prend pas 15 minutes. Mon esprit d'ingénieur a commencé à assembler les pièces du puzzle. La chaleur de l'appareil signifiait qu'il était actif, qu'il transmettait. Quelqu'un surveillait mes déplacements. Quelqu'un qui avait besoin d'un équipement professionnel pour le faire. J'ai regardé mon téléphone, le numéro de Léo dans mes contacts. Mon pouce a hésité dessus. Non, j'avais appris quelque chose en 40 ans de résolution de problèmes mécaniques. Ne jamais sauter aux conclusions sans données. Tester d'abord son hypothèse. Observer le système. Voir ce qui se casse quand on applique une pression. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau de cuisine et j'y ai déposé le sac de congélation.
La 4 litres resterait dans le garage. Je ne conduirais nulle part et j'attendrais de voir qui poserait des questions. Si quelqu'un me suivait, il allait être très perplexe de voir que j'avais soudainement cessé de bouger. J'ai fermé le tiroir et j'ai regardé par la fenêtre mon domaine viticole tranquille. 3 personnes avaient les clés de mon garage. Un seul d'entre eux connaissait assez bien les voitures pour installer un traceur correctement. Mon fils. Je n'ai pas appelé Léo, je ne l'ai pas confronté. J'ai fait ce que j'avais appris en 40 ans d'ingénierie. Tester l'hypothèse avant de tirer des conclusions. Le dimanche matin est arrivé, calme. J'ai nourri les chevaux, réparé une clôture, nettoyé l'écurie. Le travail normal du week-end. La 4 litres est restée dans le garage, intacte. Le traceur est resté dans le tiroir de mon bureau, silencieux. Mon téléphone n'a jamais sonné. Lundi, je suis resté près de la maison. J'ai réparé la balustrade du Porsche, organisé l'abri à outils, préparé un bœuf bourguignon qui durerait toute la semaine. Toujours aucune raison de conduire. La voiture n'a pas bougé. À 14 heures, mon téléphone a vibré. Léo. Salut, papa. Je prends juste des nouvelles. Sa voix avait ce ton désinvolte que les gens utilisent quand ils essaient trop de paraître désinvoltes. Je vais bien, ai-je dit. Sans raison. Je n'avais pas de nouvelles. Ta voiture roule bien? La voilà, la question. Pas, comment te sens-tu? Il a demandé des nouvelles de la voiture. En fait, j'ai un problème de transmission, ai-je dit. Je la garde au garage pour l'instant. Sa voix a changé, est devenue plus tendue. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Où vas-tu l'emmener? Combien de temps ça va prendre? 3 questions en 5 secondes. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la panique à peine maîtrisée. Juste quelques glissements entre les vitesses. Probablement besoin d'un nouveau fluide. Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Mais pourquoi poses-tu autant de questions sur ma voiture? Silence à l'autre bout du fil. Puis, je veux juste m'assurer que tu es en sécurité. À ton âge, les problèmes de voiture peuvent être dangereux. J'ai 70 ans, Léo, passant. J'ai raccroché. Léo n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Il a appelé pour prendre des nouvelles de la voiture, ce qui signifiait qu'il la surveillait. Mardi matin, j'arrachais les mauvaises herbes quand le téléphone a sonné à nouveau. Papa. Salut. Léo semblait essoufflé. Je pensais que je pourrais peut-être passer ce week-end. Bien sûr, ai-je dit, mais la voiture n'est toujours pas réparée. Tu es sûr que c'est juste la transmission? Sa voix est montée d'une demi-octave. Rien d'autre ne cloche avec la voiture? J'ai arrêté d'arracher les mauvaises herbes. C'était trop spécifique. Qu'est-ce qui pourrait clocher d'autre? Il a bégayé. Je ne sais pas. Juste pour être sûr. Les vieux véhicules peuvent avoir plusieurs problèmes. Elle va bien, Léo. Juste la transmission. Après avoir raccroché, je me suis assis à ma table de cuisine. 2 appels en 3 jours. Léo appelait normalement une fois par mois, si ce n'est moins, et les 2 fois il avait posé des questions sur la voiture. Pas sur moi, pas sur le domaine, la voiture. J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai regardé le sac de congélation. La LED du traceur clignotait toujours en rouge, patiente et persistante. Mon cerveau d'ingénieur a commencé à relier les points. Il y a 6 mois, Léo m'avait aidé à installer le Wi-Fi, insistant pour le faire lui-même. Il y a 3 mois, il avait réparé mon ordinateur portable quand il était lent. Il avait passé 1 heure seul avec lui. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma. Léo ne m'avait pas aidé. Il s'était préparé à quelque chose que je ne savais pas encore. Mais le traceur ne visait pas à me garder en sécurité. Si c'était le cas, il ne paniquerait pas quand je restais à la maison. C'était une question de contrôle, de savoir où j'étais à tout moment. Mardi soir, je me suis assis dans le noir et j'ai pensé à mon fils, au garçon qui avait appris à faire la vidange à mes côtés dans ce garage, qui était devenu un homme que je ne connaissais apparemment plus. Si Léo était si désespéré de suivre mes mouvements, il devait y avoir une raison, quelque chose qui le poussait à mentir à son propre père.
Je devais savoir jusqu'où il irait. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Michel Bernard, un routier long courrier, un vieil ami et un homme qui ne posait pas de questions. Il était temps de donner à Léo quelque chose qui l'inquiéterait vraiment. Michel Bernard a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était rauque après 35 ans de fumée de diesel et de café de restoroute. Jean, tu sais quelle heure il est? 6 heures du matin, et j'ai besoin d'un service. Ça doit être important si tu appelles si tôt. Peux-tu amener quelque chose à Lille pour moi? Silence, puis un petit rire. Quel genre de quelque chose? Le genre sur lequel on ne pose pas de questions. 20 minutes plus tard, je retrouvais Michel sur l'aire de repos de la 7, juste à la sortie d'Orange. Le matin provençal était froid, le brouillard s'accrochant encore à l'asphalte. Son camion était au ralenti, le moteur grondant comme un tonnerre lointain. Je lui ai tendu une petite boîte, le traceur enveloppé dans du papier bulle et scellé avec du ruban adhésif. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette. Qu'y a-t-il dedans? Demanda Michel en la retournant dans ses mains épaisses. Rien de dangereux, rien d'illégal. Il faut juste que ça arrive à Lille. Ne l'ouvre pas. Ne le laisse pas scanner par les douanes si tu peux l'éviter. Michel m'a regardé un long moment. Nous nous connaissions depuis 20 ans. On avait réparé nos véhicules respectifs, partagé des bières au barbecue du 14 juillet, enterré nos femmes à 2 ans d'intervalle. Il savait que je ne demanderais pas si ce n'était pas important. T'es un drôle de vieux, Dubois. Je sais. Ça va me retomber dessus? Non. Il a hoché la tête, a glissé la boîte derrière son siège. Je t'enverrai un texto quand j'aurai passé le péage. Son camion s'est éloigné vers le nord, les feux arrière rouges disparaissant dans le brouillard. Je l'ai regardé jusqu'à ce que je ne puisse plus les voir, puis je suis rentré chez moi. L'attente était la partie la plus difficile. J'ai nourri les chevaux, vérifié la clôture, me suis fait un sandwich. Je n'ai pas mangé. J'ai gardé mon téléphone dans ma poche. Volume à fond. 14 heures. Rien. 17 heures. Toujours rien. À 19 heures, mon téléphone a vibré. Un texto de Michel. Colis livré à ton ami à Lille. J'ai répondu, merci. Je te revaudrai ça. 20 heures. Je faisais la vaisselle du dîner quand mon téléphone a sonné. Léo. Salut, papa. Comment ça va? Trop enjoué, forcé. Je prépare le dîner, ai-je dit. Tu prends juste des nouvelles? Tu es à la maison? Où veux-tu que je sois? C'est vrai. C'est vrai. La voiture est toujours en panne? J'y travaille encore. Donc, tu es au domaine, tu ne conduis nulle part? J'ai posé le torchon lentement. Léo, de quoi s'agit-il? Rien. Je m'assure juste que tu vas bien. Sa voix était tendue, étirée comme un fil sur le point de se rompre. 21 heures. Le téléphone a sonné à nouveau. Papa, où es-tu? Pas une salutation, une exigence. De la panique à l'état brut. Je suis à la maison. Où j'ai été toute la journée. Pourquoi cries-tu? Ta voiture. Je veux dire, es-tu sûr que tu es au domaine? Fils, es-tu ivre? En arrière-plan, la voix de Chloé a fusé, tranchante comme du verre. Donne-moi le téléphone. Non, laisse-moi. Léo, étouffé, se disputant avec elle. Léo, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Sa voix est tombée à un murmure. Papa, il faut qu'on se parle en personne. Demain matin, 9 heures. C'est important. Vraiment important. Ne va nulle part ce soir. D'accord, reste juste à la maison. J'ai 70 ans. Où veux-tu que j'aille? Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la cuisine sombre pendant un long moment. Léo n'avait pas demandé si j'allais bien. Il avait demandé où j'étais, ce qui signifiait qu'il avait l'application de suivi sur son téléphone en ce moment même, regardant, voyant la voiture de son père faire un voyage impossible de 1500 km vers le nord. Mon fils avait surveillé chacun de mes mouvements. Et maintenant qu'il m'avait perdu, il était terrifié.
Bien. Laisse-le transpirer. Demain, je découvrirai ce qu'il avait fait d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose que Léo avait dit me dérangeait. Es-tu sûr que tu es au domaine? Comment saurait-il si je n'y étais pas? Le traceur était à Lille, à moins qu'il n'y ait un autre moyen de me surveiller. À 1h du matin, je suis allé à mon bureau. L'ordinateur portable était sur mon bureau. Léo m'avait aidé à installer le Wi-Fi il y a 6 mois, insistant pour le faire lui-même, et il l'avait réparé 3 fois quand il était lent. J'ai ouvert le gestionnaire des tâches. Léo m'avait appris ça une fois, ironiquement. J'ai parcouru les processus en cours, la plupart que je reconnaissais, mais un s'est démarqué. Remote Access Service.exe. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière. J'ai failli le rechercher sur Google sur l'ordinateur portable, puis je me suis arrêté. Si quelqu'un surveillait mon écran, il saurait que je l'avais trouvé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché là. Les résultats ont fait trembler mes mains. Un logiciel de bureau à distance permet à quelqu'un de voir votre écran, d'accéder à vos fichiers, de contrôler votre ordinateur de n'importe où. J'ai vérifié quand il avait été installé. Il y a 6 mois, le jour exact où Léo avait aidé avec le Wi-Fi. J'ai creusé plus profondément dans les journaux d'accès aux fichiers. Fichiers récents consultés à distance. Relevés bancaires, documents juridiques, emails, actes de propriété, tous consultés quand je n'étais pas à la maison. Quelqu'un avait tout lu. Mes comptes, mes mots de passe, toute ma vie financière. J'ai voulu le désinstaller immédiatement. Mais si Léo regardait, il saurait que je l'avais découvert. Mieux valait le laisser. Le laisser penser qu'il avait toujours accès. J'ai fermé l'ordinateur portable avec précaution et je me suis assis dans le noir. Traceur plus logiciel espion, localisation et finance. Pourquoi mon fils aurait-il besoin des deux? À 2h du matin, je suis allé chez Pierre et j'ai frappé doucement. Il a répondu en robe de chambre, plissant les yeux. Jean, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux utiliser ton ordinateur? Le mien déraille. À 2h du matin. S'il te plaît, Pierre. Il s'est écarté sans un mot de plus. Les bons voisins ne posent pas de questions dont ils ne veulent pas la réponse. Je me suis assis à son vieil ordinateur de bureau et j'ai commencé à chercher. Logiciel d'accès à distance illégal. Loi sur la fraude et l'abus informatique. Crime fédéral, jusqu'à 10 ans de prison. Puis j'ai cherché le numéro de modèle du traceur sur mes photos, j'ai trouvé le site web du fabricant, j'ai lu la description du produit. Mon sang s'est glacé. Système de contrôle avancé du véhicule, coupure moteur à distance, contrôle des freins, intégration complète de l'écu, coupure moteur à distance, pas seulement un suivi, un contrôle. J'ai cherché, coupure moteur à distance en conduisant, et j'ai trouvé des vidéos. Un titre, dispositif d'interrupteur d'urgence, la nouvelle arme du crime. J'ai cliqué sur Play. Une voiture roulant à vitesse d'autoroute. 110 km/h. Puis soudain, moteur coupé, frein bloqué. La voiture a dérapé et s'est écrasée contre la glissière de sécurité. Piste d'essai. Pilote professionnel, équipement de sécurité. Mais le message était clair. Sur une vraie autoroute, le conducteur ne survivrait pas. Je me suis rassis, engourdi. Léo ne m'avait pas seulement surveillé. Il avait installé une arme sur ma voiture. Il pouvait me tuer en appuyant sur un bouton de son téléphone pendant que je conduisais en ville, sur l'autoroute, n'importe où. J'ai remercié Pierre et je suis rentré chez moi dans l'obscurité froide de la Provence. Mon fils avait la capacité de m'assassiner à distance. Un bouton, un instant, mort. La question n'était plus de savoir si. La question était pourquoi. Le jeudi à 6h du matin, j'ai passé 2 appels. Le premier à Jacques Leroy, qui s'était occupé du testament de ma femme il y a 10 ans. Le second à Georges Morel, au garage automobile. À midi, je saurais si j'étais paranoïaque ou si mon fils essayait vraiment de me tuer. Le bureau de Leroy était en centre-ville, au 3e étage d'un vieil immeuble en briques. Je suis arrivé à 9h avec une clé USB pleine de captures d'écran de l'ordinateur de Pierre, des photos du traceur, des preuves du logiciel espion. Jean, Leroy s'est levé de son bureau, l'inquiétude déjà sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas?
Je lui ai tendu la clé USB. Il l'a branchée, a cliqué sur les fichiers. Son expression s'est assombrie à chaque image. C'est de la surveillance sans consentement, potentiellement un crime. Il y a plus, ai-je dit. Je pense que quelqu'un a essayé de déposer une procuration en mon nom. Les doigts de Leroy se sont immobilisés sur le clavier. Tu penses ou tu sais? J'ai besoin que tu vérifies. Il s'est tourné vers son ordinateur, a accédé aux archives de l'État. 5 minutes de frappe. Puis il a levé les yeux vers moi. Jean, assieds-toi. J'étais déjà assis. Il y a 2 semaines, quelqu'un a soumis une procuration durable avec ta signature. Le bureau du notaire l'a signalé. La carte d'identité semblait suspecte. J'ai essayé de t'appeler, j'étais au chalet de pêche. Pas de réseau pendant 4 jours. Il a hoché la tête, a tourné son écran vers moi. La signature semblait réelle à 95%, presque parfaite. Si je ne l'avais pas intercepté, Léo aurait eu le contrôle légal sur tout. Ton domaine, ta pension, tes décisions médicales, tout. Comment aurait-il obtenu ma signature? Le logiciel espion. Il a pu scanner d'anciens documents, manipuler des images. Leroy a fait une pause. Jean, il peut réessayer, et la prochaine fois, il sera plus prudent. Il a sorti un autre dossier de son tiroir. Il y a 3 jours, quelqu'un a utilisé ta propriété comme garantie pour un prêt. La pièce a légèrement vacillé. C'est impossible. Le domaine est payé depuis 12 ans. Je sais. La société de titres de propriété l'a signalé et m'a appelé. Quelqu'un a falsifié ta signature sur une demande de prêt. 340 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Qui prêterait autant? Ce n'est pas un prêteur légitime. C'est une opération d'usurier déguisée en société d'investissement. Taux d'intérêt élevé, méthode de recouvrement violente. Quand les gens ne paient pas. Il n'a pas fini. Léo leur doit de l'argent. Leroy a hoché la tête. Beaucoup. Et il a utilisé ton domaine sans que tu le saches. S'il avait obtenu la procuration d'abord, ça aurait été légal. À 11 h, je suis allé au garage de Georges avec les photos du traceur. Le garage sentait l'huile et le caoutchouc brûlé. Georges a jeté un coup d'œil aux photos et son visage s'est durci. Où as-tu trouvé ça? Sous ma 4 litres. Il m'a conduit à son bureau. A tapé le numéro de modèle dans son ordinateur. Jean, ce n'est pas seulement un GPS. C'est un dispositif coupe-circuit, a-t-il expliqué. Il se connecte à l'unité de contrôle du moteur. Peut couper l'alimentation en carburant à distance. Désactiver le moteur, bloquer les freins. Il a montré une vidéo. Une voiture roulant à 100 km/h. Puis soudain, moteur mort, frein bloqué, la voiture dérapant hors de contrôle. À vitesse d'autoroute, tu meurs. Peux-tu retrouver qui l'a acheté? Non. Dark Web. Intraçable. Mais celui qui l'a installé avait un accès physique à ta voiture et savait ce qu'il faisait. Il m'a regardé sérieusement. Jean, c'est une tentative de meurtre. Tu dois appeler la gendarmerie. Je suis rentré chez moi lentement, vérifiant chaque voiture dans mes rétroviseurs. Léo avait 340 000 raisons de me tuer. Il avait les outils pour le faire. Et selon Leroy, les usuriers allaient se présenter dans 2 semaines. C'était il y a 12 jours. Il me restait 48 heures. Je n'ai pas dormi jeudi soir non plus. Au lieu de cela, je me suis assis avec une tasse de café froid et un numéro de téléphone que je n'avais pas composé depuis 15 ans. Alain Roux, détective à la retraite, le seul homme en qui j'avais confiance pour fouiller dans la vie de mon fils sans jugement. À 2 h du matin, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une chronologie. Il y a 6 mois, installation du logiciel espion. Il y a 2 semaines, tentative de procuration. Il y a 1 semaine, installation du traceur. Il y a 3 jours, demande de prêt. Le schéma était clair. Préparation croissante. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro. Alain a répondu à la 3e sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil. J'espère que c'est important. Il est 2 h du matin. Alain, c'est Jean Dubois. Silence.
Puis sa voix s'est éclaircie. Jean, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un. Mon fils. Une longue pause. Alain savait que je ne demanderais pas si ce n'était pas désespéré. De quoi as-tu besoin? Tout. Ses finances. À qui il doit de l'argent? Ce qu'il a fait. Pour demain. C'est une grosse commande. Je paierai le triple de ton tarif. Jean, je n'ai pas besoin de ton argent. Si tu appelles au sujet de ton fils à 2 heures du matin, c'est assez grave. Donne-moi 4 heures. À 6 heures, mon téléphone a sonné. Jean, assieds-toi. J'étais déjà assis. Ton fils est en train de se noyer. Il a emprunté 340 000 € à une société appelée Apex Investment Solutions. Les usuriers, dont le roi a parlé. Pire. Ils font l'objet d'une enquête de la gendarmerie, une façade pour le blanchiment d'argent. Quand les gens ne paient pas, ils disparaissent. Mon sang s'est glacé. Combien de temps lui reste-t-il? Ils lui ont donné 2 semaines. C'était il y a 12 jours. Dans 2 jours, ils viendront récupérer leur dû. Ils prendront le domaine, avec ou sans toi dessus. Alain a fait une pause. Jean, ton fils t'a vendu à des gens dangereux. Pourquoi aurait-il emprunté autant? Alain a hésité. Le jeu, le poker en ligne, le trading de crypto-monnaies, il a tout perdu. Plus les frais médicaux de Chloé, une chirurgie esthétique que l'assurance ne couvrait pas. Il se noie. Au lieu de me demander de l'aide, ils ont décidé de la prendre. Une autre pause. Jean, il y a plus. D'après ma source à l'intérieur d'Apex, ils ont envoyé quelqu'un pour évaluer la garantie hier. Quelqu'un a surveillé ton domaine, pris des photos, s'assurant qu'il valait 340 000 €. J'ai regardé par la fenêtre. Le domaine était sombre et silencieux. Jean, tu as besoin de protection. Ces gens ne négocient pas. Que font-ils habituellement? La voix d'Alain est devenue plate. Ils rendent la garantie disponible en éliminant les obstacles. Je suis l'obstacle. Oui. Dans 2 jours, si Léo ne paie pas, ils viendront pour toi. Et ils ne te demanderont pas seulement de signer des papiers. Que dois-je faire? Appelle la gendarmerie nationale. Appelle la gendarmerie locale. Obtiens une protection. Ou je pourrais leur donner ce qu'ils veulent. Tu veux dire Léo? Avec des preuves? Avec une confession? Avec tout. Jean, ces gens veulent le domaine. Mais si Léo est en garde à vue, la garantie devient invalide. La fraude au prêt est exposée. Apex fait l'objet d'une enquête. Ils perdent tout. Tu parles de piéger ton propre fils. Je parle de l'arrêter avant qu'il ne me tue. Alain m'a donné 2 numéros de téléphone, un pour la gendarmerie nationale, un pour une planque si je devais fuir. Je les ai notés, je les remerciais et j'ai raccroché. Puis j'ai fixé ces numéros pendant un long moment. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Je ne fuyais pas. Je me battais. Vendredi matin, je suis allé faire des courses. Pas pour l'épicerie, pas pour le fourrage, pas pour quoi que ce soit qu'un homme de mon âge devrait acheter. À 8 heures du matin, j'ai conduit vers Avignon avec un seul objectif, des caméras, un enregistreur et un ordinateur portable bon marché que personne d'autre que moi ne pourrait jamais accéder. Et avant le coucher du soleil, je devais passer un appel qui changerait tout, un appel qui pourrait me sauver la vie ou forcer la confrontation que j'évitais. Quoi qu'il en soit, à la tombée de la nuit, il n'y aurait plus de retour en arrière. À 8 heures précises, j'ai pris l'autoroute et je me suis dirigé vers l'est. J'ai complètement évité Orange. Les petites villes ont des commérages qui vont vite, et je ne pouvais pas me permettre des regards curieux. Avignon offrait l'anonymat. La Fnac venait d'ouvrir quand je suis entré. Un jeune vendeur s'est approché alors que j'étudiais le rayon de la sécurité. « Vous installez un système, monsieur ?» a-t-il demandé. Quelque chose comme ça, ai-je dit, en payant en espèces pour 4 mini-caméras Blink et un ordinateur portable sans fioriture. Pas de compte, pas de cloud, rien de traçable. De retour à la maison, j'ai installé les caméras en 3 heures lentes et délibérées. La première est allée dans le salon, cachée entre les vieux livres reliés de Linda.
La deuxième s'est cachée derrière le cadran de l'horloge murale de la cuisine. La troisième a disparu à l'intérieur d'un nichoir en bois surplombant le porche. La quatrième, je l'ai glissée derrière une photo encadrée de Linda dans mon bureau. Les quatre ne diffusaient que sur le nouvel ordinateur portable. Celui qui était compromis, que Léo avait touché, est resté fermé. Quand tout a été en ligne, j'ai vérifié chaque angle. Pas un seul angle mort. À 13h, j'ai appelé Thomas. Oui. Thomas, si j'enregistre mon fils avouant ce qu'il a fait, est-ce recevable? La France est un pays à consentement unique pour l'enregistrement, a-t-il dit. Tu as besoin qu'il dise 3 choses. Qu'il a installé le traceur. Qu'il savait ce qu'il pouvait faire et qu'il avait l'intention d'utiliser ta propriété. Cela prouve la fraude, la tentative d'homicide et l'exploitation de personnes vulnérables. J'ai écrit les 3 points dans mon carnet, ma main tremblante. À 14h, j'ai appelé le numéro qu'Alain Roux m'avait donné. Bureau de la gendarmerie d'Avignon. Ici l'adjudant-chef Valérie Lefebvre. Je m'appelle Jean Dubois, ai-je dit. Mon fils essaie de me tuer et il est lié à Apex Investment Solutions. Une pause. M. Dubois, comment connaissez-vous Apex? Parce qu'ils détiennent un prêt frauduleux à mon nom. Mon fils a utilisé mon domaine comme garantie. Pouvez-vous venir au bureau? A-t-elle demandé. Je ne peux pas, ai-je dit. Mais vous pouvez venir ici. Demain matin, j'aurai une confession enregistrée. Pouvez-vous placer des agents à mon domaine à 10h samedi? Monsieur, ce n'est généralement pas. Il a installé un coupe-circuit sur ma voiture. Il a falsifié des documents légaux. Apex vient me voir dans 2 jours. Vous pouvez être ici demain ou arriver dimanche pour récupérer mon corps. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le téléphone a sonné instantanément. M. Dubois, a dit Lefebvre, j'ai besoin de tous les détails que vous avez. Pendant 30 minutes, je lui ai tout donné. Le traceur, le logiciel espion, les signatures falsifiées, le prêt, la chronologie. Quand j'ai fini, elle a dit, j'enverrai 2 agents. Ils resteront cachés. Mais si les choses deviennent dangereuses. Ce ne sera pas le cas, ai-je dit. Face à face. Il est toujours mon fils. À 16h, j'ai répété mes questions dans le miroir, douce au début, se resserrant progressivement jusqu'à ce que la vérité n'ait plus d'endroit où se cacher. À 18h, j'ai appelé Léo. Demain à 9h, ai-je dit, juste toi et moi. Sa voix tremblait. À propos de quoi, papa? À propos de ce que tu as fait. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse protester. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai regardé les 4 flux de caméras qui brillaient sur l'ordinateur portable, le domaine silencieux autour de moi. Demain, il ferait face à ce qu'il était devenu. Et à 8h55 samedi, quand j'ai entendu le crissement de sa voiture sur le gravier, j'ai vérifié les caméras une dernière fois. L'adjudant-chef Lefebvre et l'adjudant Girard étaient déjà cachés dans la cuisine. Je me suis levé, je me suis ressaisi et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'était l'heure. Léo a frappé 3 fois, doucement, avec hésitation, comme quand il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose. Chloé se tenait à côté de lui, non invitée. J'aurais dû savoir qu'elle viendrait. J'ai ouvert la porte. J'ai dit juste toi. Le menton de Chloé s'est levé. Affaire de famille. Je devrais être là. Je me suis écarté. Ils se sont assis sur le canapé. J'ai pris le fauteuil en face d'eux. Les caméras capturaient chaque angle. Un café? Non. La voix de Léo s'est brisée. Papa, de quoi s'agit-il? J'ai trouvé quelque chose sous ma voiture. J'ai laissé les mots flotter. Un traceur GPS. Installation professionnelle. Quelqu'un qui connaît les voitures. Silence complet. Le visage de Léo est devenu blanc. La main de Chloé s'est crispée sur son sac à main. Je t'ai appris à faire la vidange quand tu avais 16 ans, Léo. Tu as déjà été sous cette 4 litres. Chloé a commencé à parler. Jean, pourquoi Léo? 340 000 €, ai-je dit. Voilà pourquoi. Léo a émis un son comme si tout l'air avait quitté ses poumons. Tu dois de l'argent à Apex Investment Solutions.
Papa, comment as-tu? Sa voix s'est brisée. Chloé lui a donné un coup de coude sec. Je sais tout, ai-je dit. Le logiciel espion sur mon ordinateur portable. La procuration falsifiée. Le prêt utilisant mon domaine. Tout. Le visage de Léo s'est décomposé. Papa, ils allaient nous tuer. 15% par mois. On ne pouvait pas payer. Léo, tais-toi. A sifflé Chloé. Laisse-le parler, ai-je dit. Le traceur était pour te protéger, a dit Léo désespérément. Pour savoir où tu étais en sécurité. Je me suis penché en avant. Ou pour m'assurer que je signais des papiers. Il a hésité. Les deux, peut-être. J'avais peur. Tu as mis un coupe-circuit sur ma voiture. Léo est devenu complètement immobile. Quoi? Ne mens pas. Georges Morel l'a identifié. Il se connecte à l'unité de contrôle du moteur. Peut couper le carburant, bloquer les freins, tuer le moteur à 110 km/h. Je ne savais pas que ça pouvait faire ça. La voix de Léo est montée, paniquée. Chloé a dit que c'était juste un GPS. Chloé s'est levée. On s'en va. Assieds-toi ou j'appelle la gendarmerie tout de suite. Tu ne peux rien prouver. J'ai levé mon téléphone. Photo du traceur, capture d'écran du logiciel espion, copie des documents falsifiés. Je peux tout prouver. Léo s'est complètement effondré, a commencé à pleurer. Papa, s'il te plaît. On ne voulait pas te faire de mal. On avait besoin du domaine temporairement. On t'aurait remboursé. Après ma mort? Non. Il sanglotait maintenant. Je n'allais pas. Je ne. Il ne savait pas. A crié Chloé. C'est moi qui l'ai acheté. C'était mon idée. Elle a réalisé ce qu'elle venait de dire. Son visage est devenu pâle. Alors, tu avoues, ai-je dit doucement. Non. Je me suis tourné vers Léo. As-tu installé le traceur? Il pleurait trop fort pour parler au début. Oui. Mais je ne pensais pas. As-tu accédé à mon ordinateur? Oui. As-tu falsifié ma signature? Chloé l'a fait, mais j'étais au courant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, papa. J'ai regardé mon fils, brisé et pleurant sur mon canapé. Je suis désolé, aussi. Puis j'ai dit, adjudant-chef Lefebvre, je pense que vous en avez assez entendu. La tête de Léo s'est redressée d'un coup. Quoi? Lefebvre est sorti de la cuisine. L'adjudant Girard derrière elle. Ils ont montré leurs insignes. Léo Dubois, Chloé Dubois, vous êtes en état d'arrestation. Escroquerie en bande organisée. Tentative d'homicide. Abus de faiblesse. Usurpation d'identité. Léo n'a pas résisté. Il a juste continué à pleurer. Papa, s'il te plaît. Chloé a hurlé. Ces gens. Dis-leur. Je n'ai rien dit. Ils les ont emmenés menotter. À travers la vitre de la voiture, Léo m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Je n'ai pas fait de signe de la main. La maison semblait trop silencieuse après leur départ. Lefebvre a pris ma déposition. Léo et Chloé seraient présentés au juge lundi. J'avais obtenu justice, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. C'était juste vide. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la justice suive son cours. 6 mois pour que l'hiver passe, que la neige fonde, que quelque chose comme la paix revienne. Je me suis assis sur mon Porsche ce matin de printemps avec Scout à côté de moi, un border collie de 4 mois que j'avais adopté 3 mois plus tôt. Dans ma main se trouvait la 5e lettre de Léo. Les 4 premières étaient restées non ouvertes dans mon bureau. Celle-ci semblait différente. J'ai repensé à janvier. Léo s'était tenu devant le juge en combinaison orange, 10 kilos en moins. Quand le juge a dit, 8 ans de prison ferme, 3 ans de suivi socio-judiciaire, les épaules de Léo se sont affaissées, mais il a hoché la tête. Ses yeux ont trouvé les miens. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas souri non plus. Chloé avait contesté ces accusations,
clamait son innocence. Le jury n'a pas été d'accord. 5 ans, plus une amende de 100 000 euros. Elle m'avait crié dessus en quittant le tribunal. C'est de ta faute. La gendarmerie a perquisitionné Apex Investment 2 semaines plus tard, 12 arrestations. Le témoignage de Léo a aidé. Mon domaine était maintenant dans une fiducie irrévocable. En sécurité. Scout a aboyé après un papillon. La vie avait retrouvé un rythme. Pierre passait 2 fois par semaine. Jacques Leroy s'occupait des affaires juridiques. Les cauchemars s'étaient pour la plupart arrêtés. Je ne vérifiais plus sous ma voiture. J'avais rejoint un groupe de soutien pour les victimes d'abus de faiblesse. Je donnais des conférences dans des maisons de retraite sur les signes avant-coureurs. 3 familles m'ont contacté par la suite. Je les avais aidés à voir les schémas. C'était bon d'être utile au lieu d'être juste une victime. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. M. Dubois. Henri Dupont, de Boise. J'ai trouvé votre numéro via un forum sur l'abus de faiblesse. J'ai trouvé quelque chose sous ma voiture. Un traceur GPS. Des documents manquants. Sa fille qui pose des questions sur une procuration. Je connaissais cette histoire. Henri, ne paniquez pas. Documentez tout. Prenez un avocat. Vérifiez si votre ordinateur a un logiciel espion. Ne confrontez personne pour l'instant. Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas. J'ai regardé Scout, mon domaine. Il y a 6 mois, j'étais là où vous êtes. Vous n'êtes pas fou. Protégez-vous. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Nous avons parlé 10 minutes de plus. Je lui ai donné le numéro de Leroy. Quand j'ai raccroché, je me sentais plus léger. J'ai ouvert la lettre de Léo. Son écriture tremblait. Papa, je n'attends pas de pardon. La prison est dure, mais j'ai besoin d'être ici. La thérapie aide. Je comprends ce que j'ai fait. Tu ne m'as pas déçu. Je me suis déçu moi-même. Tu as eu raison de me dénoncer. Ça m'a sauvé la vie. Je t'aime, Léo. Je l'ai lu 2 fois, l'ai plié, ne l'ai pas appelé. Peut-être un jour, pas aujourd'hui. Scout m'a poussé la main. Au moins, tu es un garçon loyal. Le ciel de Provence s'étendait, infini et bleu. J'ai pensé à Henri menant le même combat. À Léo en prison, espérant qu'il devienne meilleur. À moi, à 70 ans, seul, mais vivant et libre. Les gens me demandent si je regrette d'avoir dénoncé mon fils. La réponse est non. L'alternative était de le laisser me tuer. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais j'ai appris que l'instinct de survie est plus fort que les liens du sang. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. J'ai gardé la lettre de Léo, non pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que peut-être, dans des années, il pourrait y avoir une chance. Pas pour ce que nous avions, ça, c'est parti, mais pour quelque chose d'honnête. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines fractures ne peuvent pas être réparées. Quoi qu'il en soit, je serai ici, sur mon domaine, avec mon chien, à vivre ma vie, parce que c'est pour ça que je me suis battu. Pas pour la vengeance, pas pour la punition, juste pour le droit de continuer à vivre selon mes propres termes, libre. En repensant à cette histoire vraie, je réalise que les leçons que j'ai apprises sont arrivées trop tard. Si vous écoutez les histoires de grand-père comme la mienne, en espérant que vous ne ferez jamais face à la trahison de votre propre famille, laissez-moi vous donner un conseil. N'attendez pas comme je l'ai fait. Faites confiance à votre instinct. Quand quelque chose semble anormal, ça l'est probablement. Ce traceur, ces visites serviables, l'installation du Wi-Fi, mon instinct le savait. Je ne voulais tout simplement pas croire que mon fils pouvait me trahir. N'ignorez pas les signes avant-coureurs. Protégez-vous d'abord. Les gens disent que j'ai été cruel, de dénoncer mon propre sang. Mais la Bible dit dans les Proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Dieu nous a donné la sagesse pour survivre. L'instinct de survie n'est pas égoïste quand quelqu'un essaie de vous tuer. Documentez tout. Capture d'écran, photo, date, heure. Les preuves m'ont sauvé la vie. Sans preuve, ça aurait été ma parole contre la sienne.
Cette histoire vraie n'est pas unique. L'abus de faiblesse est partout maintenant. Si vous entendez les histoires de grands-pères sur les familles qui exploitent les leurs pour de l'argent, croyez-les. Cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Chaque histoire vraie comme la mienne est un avertissement pour les autres. Je suis en vie parce que j'ai choisi la survie plutôt que le sentiment. Les liens du sang sont peut-être forts, mais l'instinct de survie l'est encore plus. Si ces histoires de grands-pères ont résonné en vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui fait face à des difficultés similaires, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Partagez cette histoire avec votre famille. Elle pourrait sauver la vie de quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer les histoires vraies qui comptent. Votre soutien aide ces messages cruciaux à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre écoute. Pourtant, je l'ai vu penché sur une poubelle dans le centre de Lyon, fouillant les ordures à la recherche de canettes en aluminium. Mon ex-femme, la femme que j'avais autrefois aimée, la femme que je pensais m'avoir abandonnée. Quand j'ai appris ce qu'elle avait fait, le sacrifice qu'elle avait consenti en silence, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Elle m'avait sauvé la vie en détruisant la sienne. Mais avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Mais je m'emballe. Laissez-moi commencer par le début. C'était un mardi après-midi de fin juillet, un de ces étés étouffants à Lyon où la chaleur monte du trottoir en vagues. Je rentrais chez moi dans ma Mercedes classe C, la climatisation à fond, le clair de lune de Debussy jouant doucement dans les haut-parleurs. Je venais de conclure un contrat majeur pour un nouveau complexe résidentiel au Brotteaux. La vie était belle. La vie était confortable. J'ai desserré ma cravate à un feu rouge, pensant au dîner. Manon, ma femme actuelle, avait mentionné quelque chose à propos de réservation dans ce nouveau restaurant de grillades sur l'avenue de Grande-Bretagne. Je n'écoutais pas vraiment quand elle me l'a dit. Je n'écoutais jamais vraiment Manon, pour être honnête. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré à travers l'intersection près de la presqu'île, mon esprit planifiant déjà la soirée. C'est là que je l'ai vue. Au début, ce n'était qu'un éclair de mouvement. Une silhouette penchée sur une poubelle en métal à l'angle de la rue de la République et de la rue du président Édouard Herriot. Des cheveux gris tirés en une queue de cheval désordonnée, des bras brûlés par le soleil, une chemise bleue délavée qui avait peut-être été blanche autrefois. Elle aplatissait une canette en aluminium avec son pied, le craquement métallique résonnant dans ma tête, même par-dessus la musique classique. Quelque chose dans sa façon de bouger m'a fait regarder à deux fois. La courbe de ses épaules, la façon dont elle se penchait, familière. Mon cœur s'est arrêté. Non, ce n'était pas possible. J'ai freiné brusquement sans réfléchir. La voiture derrière moi a klaxonné longuement et avec colère. Des pneus ont crissé. Quelqu'un a crié par sa fenêtre, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. La femme s'est redressée, surprise par le bruit. Elle a tourné son visage vers la rue, vers ma voiture. Ses yeux. Je connaissais ses yeux. Sandrine. Oh, mon Dieu. Sandrine. Mon ex-femme. La femme dont j'avais divorcé il y a 5 ans. La comptable qui avait l'habitude d'examiner les feuilles de calcul à notre table de cuisine avec une telle précision et un tel soin. La femme qui aimait les lilas et les vieux romans policiers et qui riait de mes mauvaises blagues. Elle était là, dans la rue, à fouiller dans les poubelles. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 20 ans. Son visage était émacié, buriné, avec des rides profondes autour des yeux et de la bouche. Ses vêtements flottaient sur une silhouette qui avait toujours été mince mais qui semblait maintenant fragile. Un grand sac poubelle noir rempli de canettes était posé à ses pieds. Nos regards se sont croisés à travers la circulation. Pendant un horrible moment figé, nous nous sommes simplement regardés. J'ai vu la reconnaissance poindre sur son visage. Puis quelque chose de pire. La peur. Elle a attrapé le sac de canettes à deux mains et s'est détournée, se déplaçant rapidement. Trop rapidement. Essayant de s'enfuir. Non. Je me suis entendu dire « non, non, non ». J'ai donné un coup de volant à droite et je me suis garé dans la première place que j'ai vue, à moitié sur le trottoir. Je m'en fichais. Le pneu de la Mercedes a raclé contre le béton avec un son écœurant.
J'ai tâtonné avec ma ceinture de sécurité, j'ai ouvert la portière et j'ai couru. Mes chaussures de ville claquaient contre le trottoir chaud. Les gens s'écartaient de mon chemin, leur visage curieux et agacé. Un homme d'affaires en costume courant dans le centre de Lyon comme un fou. Je me fichais de tous. Sandrine. Ai-je crié, sans me soucier de qui entendait, sans me soucier des regards. Sandrine, attends. Elle était déjà au coin de la rue, se déplaçant plus vite maintenant, le sac de canettes rebondissant contre sa jambe. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle essayait de s'échapper, de disparaître avant que je puisse la rattraper. Mais j'étais plus rapide. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne puisse traverser la rue latérale. Ma main s'est tendue et a attrapé son bras. Au moment où mes doigts ont touché sa peau, je l'ai senti. Rêche, buriné, comme du cuir laissé trop longtemps au soleil. Sandrine, s'il te plaît, ai-je dit, essoufflé. Arrête-toi. Elle s'est figée, mais ne voulait pas me regarder. Sa tête est restée baissée, les yeux fixés sur le trottoir fissuré. Le sac de canettes en aluminium pendait de son autre main. Laisse-moi partir, Nicolas. Sa voix était rauque, usée. Tu n'as pas besoin de voir ça. Voir quoi? Ai-je haleté. Je me suis mis en face d'elle. Sandrine, que s'est-il passé? Il y a 5 ans, tu étais comptable. Tu avais une carrière. Il y a 5 ans, c'était une autre vie. Elle a finalement levé les yeux et j'ai vu la honte brûler dans son regard. Les choses changent. Les gens tombent. Ce n'est pas une réponse. Ma gorge était serrée. Comment quelqu'un comme toi se retrouve à vivre dans la rue? La vie a ses hauts et ses bas. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, juste une acceptation plate. J'ai sorti mon portefeuille avec des mains tremblantes et j'ai pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur. 300 €. Tiens, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. On peut te trouver une chambre d'hôtel, des vêtements. Non. Elle a reculé comme si l'argent était du poison. Sandrine, ne sois pas têtue. Je ne veux pas de ta charité, Nicolas. Sa voix était ferme maintenant. Elle se tenait plus droite, et pendant un instant, j'ai vu la femme qu'elle était autrefois, fière, digne. Ce n'est pas de la charité. Tu as besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Elle a ajusté le sac sur son épaule. Je travaille. Je ramasse des canettes. Je les vends aux ferrailleurs dans la banlieue sud. J'achète ma nourriture. C'est un travail honnête. Un travail honnête? Je pleurais maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu perdu ton emploi? Est-ce que quelque chose a mal tourné? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai fait ce que je devais faire. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Ils semblaient répéter, comme si elle s'était raconté cette histoire 1000 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main. Ça ne veut rien dire. Personne ne se retrouve sans abri parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Elle s'est détournée, se préparant à repartir. S'il te plaît, ai-je dit, plus doucement maintenant. Viens juste avec moi quelque part avec la climatisation. Je t'offrirai un repas. On pourra parler. Tu n'as pas à tout me dire. Laisse-moi juste comprendre. S'il te plaît. Elle est restée là pendant ce qui a semblé une éternité. Un bus est passé en rugissant. Les gens nous contournaient sans un second regard. Finalement, elle a légèrement tourné la tête. Un repas, a-t-elle dit doucement. C'est tout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le trajet jusqu'à la Croix-Rousse fut silencieux. Sandrine était assise, pressée contre la portière du passager, les mains jointes fermement. « Je vais salir tes sièges en cuir, dit-elle doucement. Je me fiche de la voiture. J'ai trouvé un petit bistrot sur le boulevard de la Croix-Rousse. À l'intérieur, j'ai commandé 2 croque-monsieur et des cafés glacés. Sandrine adorait les cafés glacés en été. Quand la nourriture est arrivée, elle a essayé de manger lentement, mais la faim l'a emportée. En quelques secondes, elle dévorait le sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Je ne pouvais pas manger. Je la regardais, le cœur serré.
Cette femme avait autrefois fait des pâtes maison et chantait faux sur de la musique des années 80. Maintenant, elle mangeait comme si chaque bouchée pouvait être la dernière. « Où loges-tu » ai-je demandé. Elle a bu une longue gorgée. Il y a un foyer d'hébergement près du parc de la Tête d'Or. Ils servent de la soupe le soir. C'est temporaire. Ma vision s'est brouillée. Un foyer ? Sandrine ? Que s'est-il passé ? Tu avais une carrière. J'ai fait des choix. De mauvais investissements. J'ai pris des responsabilités qui n'ont pas fonctionné. Quelles responsabilités ? Le genre qui sont mon problème, pas le tien. Sa voix est devenue plate. Nous avons été mariés 10 ans. Nous sommes divorcés depuis 5 ans, elle a repoussé l'assiette. Tu as tourné la page. Tu as une nouvelle femme. Tu ne me dois rien. Les mots m'ont piqué. Merci pour le repas, dit-elle en se levant avec son sac de canettes. C'était le meilleur que j'ai eu depuis des semaines. Mais je dois y aller. Le ferrailleur ferme à 17 heures. Sandrine, attends. J'en ai trop dit. Elle a reculé vers la porte. Tu n'aurais pas dû t'arrêter. Ce n'est pas ton fardeau à porter, Nicolas. Quel fardeau ? Je me suis levé. De quoi parles-tu ? Mais elle était déjà sortie, se déplaçant rapidement sur le trottoir. Je suis resté là, les mains tremblantes. Le serveur est venu. Ça va, monsieur ? Je n'allais pas bien. J'ai payé et je me suis rassis. Je ne pouvais pas encore partir. Je ne pouvais pas penser clairement. Responsabilité, fardeau, mauvais investissement. Rien de tout cela n'avait de sens. Sandrine avait été méticuleuse avec l'argent. Elle avait équilibré notre compte courant au centime près. Elle avait insisté pour que nous économisions 6 mois de fonds d'urgence. Elle n'a jamais fait d'investissement risqué. Alors, que s'est-il passé ? Et pourquoi n'arrêtait-elle pas de dire que ce n'était pas mon fardeau ? De quoi me protégeait-elle ? Je suis resté assis là, à regarder la chaise vide en face de moi, où elle s'était assise, où elle avait mangé comme si elle mourait de faim, où elle m'avait regardé avec honte et peur. Quoi qu'il soit arrivé à Sandrine, ce n'était pas seulement de la malchance. Ce n'était pas seulement de mauvais choix. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et j'allais découvrir quoi. J'ai quitté le bistrot et je suis rentré chez moi, hébété. Au moment où je me suis garé dans l'allée de notre hôtel particulier des Brotteaux, le soleil se couchait. À l'intérieur, Manon était sur le canapé, regardant une émission de télé-réalité. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Tu es en retard. Je pensais qu'on avait des réservations. Quelque chose est arrivé. Le travail ? Ouais. Elle a fait un petit bruit d'agacement, mais n'a pas insisté. Nous étions mariés depuis 3 ans et n'avions presque plus de vraies conversations. Je dois passer des appels, ai-je dit. D'accord, je vais commander à emporter. Elle a fait un signe de la main dédaigneux. Je suis monté à mon bureau et j'ai fermé la porte, je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé mon téléphone. Olivier Simon. Il travaillait toujours au cabinet comptable où Sandrine avait été employée. Si quelqu'un savait ce qui s'était passé, ce serait lui. J'ai trouvé son numéro et j'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie. Nicolas. Salut, vieux. Ça fait longtemps. Olivier, je dois te demander quelque chose. C'est à propos de Sandrine. Une pause. Ton ex-femme, Sandrine ? Ouais. Que lui est-il arrivé ? Pourquoi a-t-elle quitté le cabinet ? Pause plus longue. Quand il a parlé, sa voix était prudente. Tu ne sais pas ? Mon estomac s'est noué. Savoir quoi ? Elle n'est pas partie, Nicolas. Elle a été licenciée. Il y a environ 3 ou 4 ans. Licenciée ? Pourquoi ? La direction a reçu un avis juridique du fisc. Des problèmes fiscaux. Des affaires fédérales. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas garder quelqu'un avec ce genre de problème dans leur personnel. J'ai eu froid. Le fisc ? Ça n'a pas de sens. Sandrine gardait chaque reçu pendant 5 ans. Je sais, aucun de nous n'y a cru non plus,
mais on disait que ça impliquait de grosses sommes, des dettes envers l'État, des trucs importants. À quel point important? Je ne connais pas les détails. Ça a été étouffé rapidement, mais du genre enquête fédérale. Ils l'ont renvoyé en une semaine. Sans indemnité. J'ai fermé les yeux. Enquête fédérale, dette fiscale. A-t-elle donné des explications? Ils l'ont escorté dehors rapidement. J'ai essayé d'appeler après, mais son numéro était déconnecté. Il a fait une pause. Écoute, on connaissait tous Sandrine. C'était la personne la plus prudente du cabinet. Quoi qu'il soit arrivé, quelque chose a dû mal tourner. Ouais, ai-je dit doucement. Quelque chose a mal tourné. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence. Le fisc, dette fiscale, enquête fédérale. Il y a 3 ou 4 ans, juste au moment de notre divorce, peut-être juste avant. Rien de tout cela n'avait de sens. Sandrine avait été méticuleuse avec l'argent. Elle avait équilibré notre compte courant au centime près. Elle avait insisté pour que nous économisions 6 mois de fonds d'urgence. Elle ne prenait jamais de risques. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui pourrait détruire la vie de quelqu'un si complètement? Et pourquoi a-t-elle dit que ce n'était pas mon fardeau? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai fouillé dans de vieux dossiers. Relevés bancaires, déclaration de revenus, tout semblait en règle. Mais nous avions tout partagé dans le divorce. Actifs, dettes, tout documenté. Les papiers du divorce. Je devais les voir. Nous avions tout examiné attentivement, n'est-ce pas? Nous nous étions assurés que c'était équitable. Où l'avions-nous fait? Je n'avais pas regardé ces papiers depuis 5 ans. Ils étaient quelque part dans cette maison, probablement dans le grenier avec des boîtes de mon ancienne vie, la vie que j'avais eue avec Sandrine. Je me suis levé, ma décision prise. Je devais trouver ces papiers ce soir. Parce que, enfouis dans ces documents, il pourrait y avoir une réponse à la raison pour laquelle la femme la plus prudente que j'ai jamais connue dormait maintenant dans un foyer et ramassait des canettes en aluminium pour survivre. Quelque chose n'allait vraiment pas, et j'allais découvrir quoi. La maison était silencieuse quand je suis monté au grenier. Manon s'était couchée sans dire bonne nuit. La porte du grenier a grincé en s'ouvrant. De l'air chaud et vicié m'a frappé au visage. J'ai tiré sur la ficelle de l'ampoule du plafond. Une faible lumière jaune a inondé l'espace exigu. Des boîtes partout. Des années de vie accumulées, emballées et oubliées. J'ai commencé à les descendre. Lisant les étiquettes, cuisine, livres, vêtements d'hiver. 20 minutes plus tard, couvert de poussière, je l'ai trouvé. Une boîte étiquetée, juridique Nicolas et Sandrine. Je me suis assis sur le sol poussiéreux et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dossiers. Déclaration de revenus, acte de propriété, et là, au fond, un dossier bleu. Convention de divorce finale. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les premières pages étaient standards. Partage des biens. L'appartement que nous avions vendu, partagé à 50/50. Voiture, compte d'épargne, divisé équitablement. J'ai parcouru page après page. Rien d'inhabituel. Puis la page 7, enfouie dans un texte dense, une seule clause. La partie Sandrine Petit assume volontairement et entièrement toutes les responsabilités fiscales et civiles relatives à la période de 2018 à 2020. Exonérant la partie Nicolas Lambert de toutes les responsabilités. J'ai arrêté de respirer. Je l'ai relu encore et encore. De 2018 à 2020, 3 années spécifiques. Pourquoi insisterait-elle sur une clause aussi spécifique concernant les responsabilités fiscales? Nous étions tous les deux des employés salariés. Impôts prélevés à la source automatiquement. Il n'y avait aucune raison pour cette clause, à moins que... Mon esprit s'est emballé. De 2018 à 2020. Que se passait-il alors? Sandrine travaillait comme comptable pour l'entreprise de construction de mon père. Bâtiment du bois. Mon sang s'est glacé. Elle avait géré les comptes de l'entreprise de mon père pendant près de 3 ans. Puis elle avait démissionné soudainement. Elle avait dit qu'elle voulait essayer quelque chose de nouveau, mais elle n'avait pas démissionné. Elle m'avait protégé. Les années spécifiques, le langage juridique prudent m'exonérant de toutes les responsabilités.
Sandrine avait dû insister sur cette clause. Elle devait le faire. Elle portait le chapeau pour quelque chose. Quelque chose qui s'était passé entre 2018 et 2020. Quelque chose impliquant des impôts, des sociétés écrans, de l'évasion fiscale, une enquête fédérale. Mon père avait fait quelque chose d'illégal. Il avait utilisé son entreprise ou le poste de Sandrine pour commettre une fraude. Et quand le fisc a enquêté, Sandrine s'est avancée. Elle a pris le blâme pour moi, pour me protéger des crimes de mon propre père. Parce que si elle ne l'avait pas fait, j'aurais été enquêté aussi. Le fils du propriétaire, l'ingénieur civil dans le même secteur. Ils auraient supposé que j'étais impliqué. Ma carrière détruite. Ma réputation ruinée. Alors elle s'est sacrifiée à la place. Je suis resté assis là, sur le sol du grenier, les papiers du divorce sur mes genoux, mon monde entier basculant. Mon père, l'homme qui m'avait appris l'intégrité, l'homme que j'avais admiré toute ma vie. Il avait détruit la vie de Sandrine pour se sauver. Et elle l'avait laissé faire. Pour moi. J'ai regardé ma montre. 2h30 du matin. À la première heure aujourd'hui, j'appelais Maître Fournier, l'avocat fiscaliste. J'avais besoin d'une enquête complète sur le cas de Sandrine, sur l'entreprise de mon père, sur tout. J'avais besoin de la vérité. Toute la vérité. Le lendemain matin, j'étais au téléphone avant même que Manon ne se réveille. Maître Fournier. Ici Nicolas Lambert. J'ai besoin de votre aide. Isabelle Fournier était la meilleure avocate fiscaliste de Lyon. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets de développement au fil des ans. Si quelqu'un pouvait démêler ce gâchis, c'était bien elle. Nicolas, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous enquêtiez sur l'historique financier de quelqu'un. Mon ex-femme, Sandrine Petit. Elle a des problèmes avec le fisc, et j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Il y eut une pause. C'est personnel. Très. D'accord. Donnez-moi ses coordonnées et je verrai ce que je peux trouver. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Son nom complet, son numéro de sécurité sociale, les années en question. 2018 à 2020. Je vous appellerai quand j'aurai quelque chose, dit-elle. Les 2 jours suivants furent une torture. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger. Je restais éveillé la nuit à regarder le plafond, voyant le visage de Sandrine, cette peau rugueuse et brûlée par le soleil, la honte dans ses yeux. Manon a remarqué, bien sûr. Tu agis bizarrement, dit-elle au petit déjeuner le 2e jour. Y a-t-il un problème au travail? Juste un projet difficile. Elle n'a pas insisté. Elle ne le faisait jamais. L'après-midi du 2e jour, mon téléphone a sonné. Maître Fournier. J'ai répondu avant la fin de la première sonnerie. Dites-moi. Nicolas. Sa voix était grave. J'ai le rapport. C'est pire que ce que nous imaginions. Mon estomac s'est noué. À quel point? Votre ex-femme a une dette fiscale exécutée d'environ 1,2 million d'euros. La pièce a tourné. Quoi? 1,2 million? Le fisc a gelé le peu d'actifs qui lui restait. Saisi ses salaires. Elle a été mise sur liste noire de la plupart des postes professionnels. Comment? Ma voix s'est brisée. Comment une comptable accumule-t-elle ce genre de dette? Elle gagnait 60 000 euros par an. Elle ne l'a pas accumulée elle-même, a dit Maître Fournier. Cette dette provient d'une société écran. Plusieurs sociétés écrans, en fait. Elles ont déplacé des sommes importantes, éludé les impôts sur des projets de construction commerciale. Nous parlons de fraude à grande échelle. Mais Sandrine. Le nom de Sandrine n'apparaît nulle part en tant que partenaire ou propriétaire, mais légalement, elle a assumé l'entière responsabilité. Elle a signé des documents, fait des déclarations aux enquêteurs fédéraux. J'ai fermé les yeux. Elle a avoué? Oui. Selon le dossier, elle a avoué être la seule architecte du stratagème. Elle a dit qu'elle avait agi seule. L'enquête a été classée. Mais ce n'est pas vrai. Non, dit Maître Fournier doucement. Je ne le crois pas. Voici la partie étrange. Les documents originaux, ceux qui ont mis en place les sociétés écrans,
montre des signatures électroniques provenant des comptes personnels d'une femme. Mais quand on creuse plus profondément, la piste numérique devient confuse, presque délibérément. Que voulez-vous dire? Quelqu'un a brouillé les pistes, mais pas assez bien. La piste remonte à des documents familiaux, des comptes partagés, des registres commerciaux de bâtiments du bois. Mon cœur s'est arrêté. Nicolas, je dois vous demander quelque chose. Est-ce que Bernard Dubois est votre père? Je ne pouvais pas parler. Nicolas? Oui, ai-je chuchoté. C'est mon père. Maître Fournier est resté silencieux un moment. Je pense que votre ex-femme s'est jetée devant un train juridique pour sauver quelqu'un. Quelqu'un de très proche de vous. Et je pense que vous savez qui. J'ai raccroché, je suis resté assis là avec le téléphone à la main, tout se cristallisant en une horrible clarté. Mon père avait utilisé Sandrine, utilisé son poste de comptable, utilisé son accès pour créer des sociétés frauduleuses, pour éluder les impôts, pour voler, et quand le fisc est venu frapper, Sandrine s'était avancée et avait dit que c'était tout elle, pour me protéger. Parce que si mon père tombait, j'aurais été enquêté aussi. Le fils, l'ingénieur, celui qui a bénéficié du succès commercial de son père. Elle avait tout perdu pour me garder en sécurité. De mon propre père. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Manon a levé les yeux de son magazine. Où vas-tu? Voir mon père. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père à Caluire et Cuire, comme un homme possédé. Il vivait seul maintenant, dans une maison trop grande pour une seule personne. Je n'ai pas frappé. La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré directement et je l'ai trouvé dans son fauteuil près de la fenêtre, lisant Le Progrès. Il a levé les yeux et a souri. Nicolas, quelle belle. J'ai jeté le dossier sur la table basse. Les papiers se sont éparpillés partout. Son sourire est mort. Que as-tu fait entre 2018 et 2020? En utilisant les informations de Sandrine. Son visage est devenu blanc. Le journal a glissé de ses mains. Nicolas. Ne me mens pas. Je sais pour les sociétés écrans, les 1,2 million, l'enquête du fisc, tout. Ses mains se sont mises à trembler. Je devais résoudre des problèmes, dit-il doucement. L'entreprise était en faillite. Mon nom était grillé. Je ne pouvais obtenir de crédit nulle part. Alors tu as utilisé l'identité de ta belle-fille. Tu as ouvert des sociétés frauduleuses à son nom, créé une dette de 1,2 million. C'était censé être temporaire. Sa voix s'est brisée. Je jure que j'allais le rembourser, mais les choses sont allées trop vite. Le fisc est arrivé. Où est Sandrine dans tout ça? Pourquoi dort-elle dans un foyer? Pourquoi a-t-elle tout perdu? Il a fermé les yeux, des larmes. Quand il les a ouverts, elle l'a découvert. Elle parcourait les livres et a vu des anomalies. Elle m'a confronté, a menacé de me dénoncer. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Parce que je lui ai dit ce qui t'arriverait. Les mots ont frappé comme un coup de poing. Quoi? Les entreprises étaient à son nom. Oui. Mais tu es mon fils, un ingénieur civil sur des projets où j'avais des relations. Si la police enquêtait, il te regarderait aussi. Il supposerait que tu savais, que tu en as bénéficié. Je me sentais mal. Ta carrière serait détruite. Ta réputation. Tu pourrais aller en prison, Nicolas, pour des crimes dont tu ne savais même rien. Alors elle a pris le blâme. Elle a dit qu'elle ne laisserait rien t'arriver. Il pleurait maintenant. Elle est allée au fisc, a rencontré les enquêteurs, leur a dit qu'elle était l'architecte de tout, qu'elle avait agi seule, que toi et moi étions innocents. Et tu l'as laissé faire. Elle m'a fait jurer de ne pas te le dire. Elle a dit que si tu l'apprenais, tu essaierais de prendre le blâme ou tu me détesterais pour toujours. Elle préférait te perdre en tant que mari plutôt que de te voir perdre ta liberté. Alors elle a tout vendu. L'appartement, la voiture, ses économies, pour payer tes dettes, pour payer les amendes, les avocats, les réparations. Mais ce n'était pas assez. L'affaire pénale l'a détruite. Aucun cabinet n'embauchera quelqu'un avec une condamnation pour fraude. Elle n'a pas pu trouver de travail, n'a pas pu payer de loyer. Je ne savais pas qu'elle avait fini dans la rue.
Je le jure. Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait élevé, qui m'avait appris l'honneur et l'intégrité. Tu m'as appris à faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût, ai-je dit. Et puis tu as fait la chose la plus méprisable imaginable. J'essayais de te protéger. En sacrifiant une femme innocente. Je tremblais de rage. En détruisant quelqu'un qui m'aimait. Tu ne m'as pas protégé, papa. Tu m'as détruit. Parce que maintenant, je dois vivre en sachant que tout ce que j'ai, ma carrière, ma réputation, ma liberté, je ne l'ai que parce qu'elle a renoncé à la sienne. Il a tendu la main vers moi. Nicolas, s'il te plaît. J'ai reculé. Je vais arranger ça. Je vais vendre tout ce que je possède s'il le faut, rembourser chaque centime, faire effacer son nom, et tu vas m'aider. Comment? Tu vas signer une confession, un document légal admettant ton rôle, admettant qu'elle était innocente, et puis tu vas rester hors de ma vie jusqu'à ce que je décide si je peux un jour te pardonner. Je me suis tourné vers la porte. Nicolas, a-t-il appelé. Elle l'a fait parce qu'elle t'aimait. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Je sais, ai-je dit. C'est ce qui rend tout ça bien pire. Je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis là à gripper le volant. Mon père avait détruit la vie de Sandrine pour sauver sa propre peau, et elle l'avait laissé faire, pour moi. J'ai regardé la maison une dernière fois. L'homme à l'intérieur n'était pas le père que je pensais connaître. Peut-être qu'il ne l'avait jamais été. J'ai démarré le moteur. J'avais du travail à faire. Sandrine était là, quelque part, croyant qu'elle avait fait ce qu'il fallait, croyant que son sacrifice avait un sens. Et j'allais lui prouver qu'elle avait raison. J'allais lui rendre tout ce qu'elle avait perdu, à commencer par aujourd'hui. Je suis rentré chez moi, me sentant divisé en deux. Une partie de moi était morte avec mon père, mais une autre partie s'était réveillée. Quand j'ai franchi la porte, Manon était sur le canapé à regarder la télévision. Elle a levé les yeux. As-tu réglé ta crise? Je l'ai regardé, les vêtements de marque, l'absence totale d'empathie. As-tu donné la pièce à ton ex-femme sans abri? Elle a ri. C'est pathétique, Nicolas. Quelqu'un qui vit dans la rue. C'est juste un manque d'ambition. Si les gens finissent sans abri, c'est de leur faute. Quelque chose en moi s'est brisé. Sors de ma maison. Elle a cligné des yeux. Quoi? C'est fini. Nous avons terminé. Fais tes valises. Elle a ri. Ne sois pas dramatique. Pour une sans-abri. Je ne peux pas vivre une minute de plus à côté de quelqu'un qui se moque du malheur des autres. Sors. Son visage a changé. Tu es sérieux? Tu es fou? L'acte de propriété est à mon nom. Je veux que tu partes aujourd'hui. Elle a crié. A menacé de prendre des avocats, mais je suis resté impassible. 1 heure plus tard, elle était partie. La maison était silencieuse. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. J'ai attendu le soir, puis j'ai conduit jusqu'au parc de la Tête d'Or. Le parc la nuit était sombre, des silhouettes éparses sur les bancs. J'ai marché dans l'ombre, cherchant. Puis je l'ai vue sur un banc de pierre près de la fontaine, recroquevillée sous une fine couverture, son sac de canettes à ses pieds. Sandrine, ai-je dit doucement. Elle s'est réveillée en sursaut, les yeux écarquillés. Nicolas, tu ne devrais pas être ici. Ce n'est pas sûr. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main froide. Je sais tout. Je suis allé chez mon père. Je sais ce que tu as fait. Son visage s'est décomposé. Il n'était pas censé te le dire. Je l'ai forcé à me le dire. J'ai engagé une avocate. J'ai trouvé les papiers. Je sais que tu as porté le chapeau pour lui. Pour moi. Des larmes coulaient sur son visage. Tu n'étais pas censé le savoir. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai tenu fort. Sandrine, je te dois tout. Ma carrière, ma liberté, ma vie. Tu m'as protégé de la honte, de la prison, de la ruine. Tu as porté un poids qui n'était pas le tien par amour. Elle sanglotait, tremblante. Je devais le faire. Je ne pouvais pas les laisser te faire du mal. Mais c'est fini maintenant.
Je me suis reculé pour la regarder. Tu ne passeras pas une autre nuit ici. Pas dans la rue. Pas dans un foyer. Je t'emmène dans un endroit sur ce soir. Nicolas, je ne peux pas. Ce n'est pas de la charité. C'est la justice. C'est une réparation. Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, laisse-moi sauver la tienne. Elle a essayé de protester, mais je pouvais voir qu'elle était épuisée. Brisée. S'il te plaît, ai-je dit. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi réparer ce que mon père a cassé. Elle m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Je l'ai aidé à se lever, j'ai rassemblé sa couverture et son sac. Tu n'auras plus besoin de ça. Nous avons marché jusqu'à ma voiture. J'ai ouvert la portière. Elle a hésité avant d'entrer. Où allons-nous? Un hôtel ce soir. Demain, on commence à tout réparer. La dette, ton casier, ta carrière, tout. C'est impossible. Rien n'est impossible. Plus maintenant. Tu as tout sacrifié pour moi. Maintenant, c'est mon tour. J'ai fermé sa portière et j'ai fait le tour du côté conducteur. En démarrant le moteur, je l'ai regardée. Elle pleurait, mais cela ressemblait à des larmes de soulagement. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. Ne t'excuse pas. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Tu n'as rien à te reprocher. Mon père, si. Moi, si. Mais pas toi. Jamais toi. Nous avons traversé les rues sombres de Lyon, loin du parc, loin du foyer, loin de la vie qu'elle avait été forcée de mener. Demain serait le commencement. Demain, j'appellerai Maître Fournier, je vendrai mes biens, je ferai tout ce qu'il faudrait. Mais ce soir, j'avais juste besoin de l'emmener dans un endroit chaud, sûr, où elle pourrait dormir sans crainte. Merci, dit-elle doucement alors que nous arrivions sur l'avenue de Grande-Bretagne. Non, ai-je dit. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as sacrifié. Elle n'a pas répondu, a juste appuyé sa tête contre la vitre et fermé les yeux. Et pour la première fois en 5 ans, j'ai eu l'impression de faire enfin ce qui était juste. Les 3 mois suivants furent un tourbillon, mais un tourbillon avec un but. Cette première nuit, j'ai emmené Sandrine dans un hôtel à Confluence, une chambre propre avec un lit moelleux. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, regardant fixement comme si elle avait oublié que de tels endroits existaient. Demain, on commence à reconstruire, lui ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Fournier. Régler toutes les dettes de Sandrine Petit, chaque centime. Et déposer une demande de révision par l'ordre des experts comptables. J'ai une confession signée de mon père. Bernard a signé la déclaration sous la pression. Sa main tremblait. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Je n'ai pas eu pitié de lui. J'ai vendu la Mercedes, l'appartement en ville, les bijoux. Tout a servi à régler la dette de Sandrine. Maître Fournier a fait des miracles. La confession de Bernard a tout changé. Les accusations de fraude ont été réexaminées, annulées. Le casier de Sandrine a été effacé. Chaque semaine, je lui rendais visite, la regardant revenir à la vie. Les couleurs sont revenues. Le coup de soleil s'est estompé. Elle a pris du poids, a recommencé à sourire. Tu n'as pas à continuer à faire ça, a-t-elle dit une fois. Si, je le dois. 3 mois ont passé. Un après-midi chaud d'octobre, j'étais assis dans ce même bistrot sur le boulevard de la Croix-Rousse, à la même table d'angle, 2 cafés glacés attendaient. La porte s'est ouverte. Elle était là, mais pas la Sandrine de la rue. C'était quelqu'un d'entier. Chemisier blanc, pantalon sombre, coupe de cheveux soignée, yeux clairs et brillants. Belle. Elle a souri. Le vrai sourire d'il y a 10 ans. Désolé, je suis en retard. Je ne pouvais pas parler. Quoi? Elle a touché ses cheveux. J'ai quelque chose? Tu es magnifique. Elle a rougi. Je me sens magnifique. Devine quoi? Le cabinet comptable a appelé. Ils ont réexaminé mon cas, m'ont proposé de reprendre mon poste. Je commence lundi. Des larmes ont brouillé ma vision. C'est merveilleux. Elle a pris ma main.
Tu m'as rendu ma vie. J'ai secoué la tête. Tu as sauvé la mienne d'abord. J'ai juste rendu l'appareil. On est quitte. Quitte, a-t-elle répété doucement. Silence confortable. Mains jointes. Temps de perdu. Temps de trouver. Où allons-nous à partir de maintenant? Ai-je demandé. Elle a souri. Maintenant, on prend ce café. Demain, peut-être un dîner. Allons-y doucement. On a tout le temps de reconstruire. L'important, c'est que le pire est derrière nous. Oui, le pire est derrière nous. Nous avons fini notre café, parlé de petites choses, son appartement, mon nouveau travail, le temps d'automne. Des choses normales, belles. En partant, nous avons marché côte à côte sur le boulevard de la Croix-Rousse. Le soleil de l'après-midi était chaud sur nos visages, les feuilles devenant dorées et rouges. Lyon, vivante d'automne. Nous n'étions plus un ingénieur et une sans-abri, pas des ex-conjoints faisant amende honorable. Nous étions deux personnes qui avaient survécu, qui avaient appris de dures leçons sur le sacrifice et l'amour, qui avaient été brisées et se reconstruisaient. En marchant sous le soleil de l'après-midi, j'ai réalisé que la vraie valeur ne se mesure pas à ce qu'il y a dans votre poche, mais à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour ceux que vous aimez. Sandrine avait tout abandonné pour moi en silence, sans attendre de récompense. Elle avait détruit sa propre vie pour sauver la mienne, et maintenant, en marchant à ses côtés, j'ai compris que ce n'était que le début d'une nouvelle histoire. Pas une histoire bâtie sur la richesse ou le statut ou les choses que nous avions perdues, mais une histoire bâtie sur le respect, la gratitude et un amour forgé dans les feux du sacrifice. Le genre d'amour qui dure, le genre qui vaut tout. En y repensant maintenant, je réalise à quel point j'étais aveugle. Je vivais dans le confort pendant que la femme qui m'a sauvé la vie souffrait en silence. Je passais mes journées à travailler, à manger dans des restaurants chers, à dormir dans mon lit chaud, sans jamais me demander une seule fois ce qui était arrivé à Sandrine après notre divorce. Ne soyez pas comme moi. Ne présumez pas que tous ceux qui tombent dans le malheur le méritent. Ne jugez pas la personne sans abri au coin de la rue sans connaître son histoire. Parce que parfois, la personne qui fouille dans les poubelles est un héros. Parfois, elle porte des fardeaux qui n'auraient jamais dû être les siens. La leçon que j'ai apprise à la dure est la suivante, le véritable amour ne consiste pas en de grands gestes ou en des mots romantiques. Il s'agit de sacrifice. Il s'agit de se tenir entre quelqu'un que vous aimez et la destruction, même si cela vous coûte tout. Sandrine me l'a appris. Elle a renoncé à sa carrière, à sa maison, à sa dignité, le tout sans demander de remerciement ou de reconnaissance. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais plus attention. Je poserais plus de questions. Je remarquerais quand quelqu'un que j'aimais a soudainement disparu de ma vie sans explication. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Aucun de nous ne le peut. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avancer avec les yeux et le cœur ouverts. Les histoires de grand-père comme celle-ci nous rappellent que chaque personne a une histoire que nous ne voyons pas. Mon grand-père disait que Dieu met des gens sur notre chemin pour une raison. Parfois pour nous aider, parfois pour que nous les aidions. Cette histoire vraie lui a donné raison. Aujourd'hui, Sandrine et moi reconstruisons lentement, prudemment. Nous apprenons à faire de nouveau confiance. Et chaque jour, je suis reconnaissant pour la seconde chance qui nous a été donnée. Parce que les histoires de grand-père sur la rédemption ne sont pas seulement des contes du passé. Elles se produisent en ce moment même, tout autour de nous. Cette histoire vraie est la mienne. Mais peut-être en avez-vous une aussi. Quelle est votre histoire vraie de sacrifice ou de rédemption? Avez-vous déjà découvert la lutte cachée de quelqu'un trop tard? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si ces histoires de grand-père ont touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer ces histoires réelles sur l'amour, la perte et les secondes chances qui nous rappellent ce qui compte vraiment.